Ok, ton petit plan. Bienvenue sur Radio Campus, l'émission dédiée au vélo de Radio Campus. Vous êtes évidemment dans les sockets en titane. On va se mettre bien autour de notre petit biclou à deux roues avec nos invités du jour. On va faire un petit tour de table pour commencer, puisqu'on a évidemment la nomade sédentaire Katia qui est là avec moi, et merci d'être là, Katia. Bonjour Clément. Mais on a aussi trois personnages. Mais le premier est un diplodocus qui a déjà été invité. C'est Francky. Bonjour Francky. Salut Clément, salut tout le monde. Merci. Et bonne année. Merci d'être venu bien accompagné de Bernard Fripia. Bonsoir Bernard. Bonsoir les jeunes. Et bonsoir Vincent. Et bonsoir tout le monde. Et donc Bernard, comme le disait bien notre page Facebook, les sockets en titane, Bernard a été un automobiliste comme bon nombre d'entre nous et a fait la conversion un jour au vélo pour aller au boulot, et c'est de ça dont on parlera plus en détail dans l'émission. Mais on a évidemment nos rubriques habituelles, à savoir celle de Katia. On a peut-être un petit souci avec la rubrique de Pascal parce qu'il est probablement empêché, et c'est vraiment dommage parce que on adore ces histoires fictives. Enfin, fictives, non, réelles, qu'est-ce que je dis, je sais plus. Le Pierre Bellemare du vélo. Fais gaffe, s'il y a un copyright sur Pierre Bellemare, on est foutu. Hein. Non, je sais pas, on sait pas. Mais bon, en tout cas, on n'a pas que ça. On a aussi l'agenda des initiatives liées au vélo. Il y a Seb qui organise la projection on-board avec Transcontinental Race qui aura lieu au Bruxelles Première avec donc sur l'ultracycling, puisqu'on fera au mois de février une émission spéciale ultracycling, et on va essayer de le joindre pour qu'il nous parle un peu de cet événement qu'il organise, donc cette projection. On va essayer de le joindre, mais il est en Indonésie, donc ça risque d'être un peu ric-rac. On a aussi la ferme intention de joindre cette fois-ci Bike to School, donc le couple qui est parti faire le tour du monde à vélo et qui se trouve aujourd'hui au sud du Sénégal, à Mbour. Donc c'est déjà depuis début septembre qu'ils sont partis. Et aujourd'hui, ils ont bien roulé, hein, quand même, ils sont au Sénégal. Qu'est-ce qu'on a encore, Katia? On a les... Il y a ma chronique. Ah bah oui, mais je l'ai dit, Pardon, j'étais distraite, pardon. Il y a quoi encore? Mais l'agenda des initiatives, je l'ai dit aussi. Le point mécanique, c'est possible qu'on en parle aussi, parce que... Et oui, et on a une toute petite interview du coordinateur des ateliers vélo de la rue Vaught, Jean-Philippe Beckers, que j'avais eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de l'opération où il distribuait des phares Use Your Light Bright, un truc comme ça, j'arrive plus. Tu sais, c'était Bruxelles Mobilité qui organisait ça, qui donnait des croissants chauds le matin aux cyclistes qui étaient bien ou pas bien éclairés, mais à ceux qui n'étaient pas bien éclairés, ils donnaient des phares. Bon, donc tout ça est chargé puisqu'on est ensemble jusqu'à 19h30. Vous êtes évidemment, comme je vous le disais, sur Radio Campus, et encore un grand merci d'y être. On va essayer de joindre tout de suite Sébastien qui est à l'autre bout du monde et qui doit aller dormir parce que là-bas il est quand même 1h du matin. Alors on va essayer de faire ça par WhatsApp, ce qui va être un peu chaud, je sais bien. Francky, depuis la dernière fois, comment ça s'est passé à vélo? Est-ce que tu as roulé? Vas-y, raconte-nous un truc le temps qu'on... Je peux te raconter plein de trucs. Moi je suis un cycliste quotidien, donc... Ce matin, je suis allé au boulot, et puis évidemment je pose mon vélo, je vais vite fumer une clope avant de rentrer dans le bureau. Et là, il faisait encore entre chien et loup, tu vois, le soleil allait se lever. Et là, j'ai entendu du Chopin en rue, tu vois. Et je trouvais ça un peu zarbi, mais je connais qu'une personne à Bruxelles qui roule avec un haut-parleur sur son épaule et qui écoute du Chopin. Et je trouve que ça me fait chier, quoi. Je trouvais ça un peu chiant d'écouter du Chopin le matin. Mais bon, voilà quoi. Il y a d'autres gars qui écoutent du rap, on a d'autres potes qui écoutent du rap, ça me fait chier aussi. Mais du Chopin le matin dans la nuit, je piche pas le projet, quoi. Mais on trouvera, je pense pouvoir identifier la personne et on pourra lui demander des explications. À fond, on va régler ça à mon avis avant 19h30. Je pense qu'on a Sébastien Nolens qui est à l'autre bout du monde. Sébastien, est-ce que tu nous entends? Sébastien. Oui, est-ce qu'on m'entend? Ah, là on t'entend, magnifique.
Ouais. Parfait, génial. Voilà. La connexion fonctionne alors. Nickel, nickel. Merci d'avoir accepté ce... Ouais. Et donc, merci déjà d'avoir accepté cette petite interview, parce que tu te trouves actuellement donc en Indonésie, hein, c'est ça? Oui, je rends visite à la famille de mon épouse, qui est indonésienne. Et donc, ça oblige à venir en Indonésie, ce qui n'est pas toujours désagréable. Mais voilà, ça faisait 4 ans qu'on n'était plus venus, et nous y voilà. Génial. Il fait chaud là-bas? Il fait comment? C'est constant, entre 25 et 30 degrés. J'en vois qui commence à saliver. Mais oui, on dort moins bien. Bon, j'imagine. Alors, tu n'es pas là pour nous parler de tes vacances, tu es là pour nous parler effectivement de on peut, hein. Non, oui, mais non, en fait non, parce tu organises un événement. Oui, tout à fait. La Onboard j'arrive pas, vas-y, dis-le, s'il te plaît. Vas-y, j'ai du mal. Onboard the Transcontinental Race, qui est un documentaire de 55 minutes sur une course qui marque les esprits, à laquelle j'ai participé, et certains autres Bruxellois aussi ont participé à cette course de 4000 km à travers l'Europe. Donc c'est une course, on doit partir depuis la Belgique, lors de mon édition c'était depuis la Belgique, et arriver en Grèce dans le moins de temps possible. Voilà pour le principe général. 4000 bornes quoi. Voilà. Donc ça c'est pour la course. Maintenant, il y a une équipe filmique qui a suivi cette course pendant 3 éditions. Leurs images sont à couper le souffle. Moi, j'ai pu voir le documentaire qu'ils ont produit maintenant avec ces trois éditions et un mélange d'images fantastiques. Et donc voilà, ce documentaire, je voulais qu'il soit projeté à Bruxelles, tout simplement parce que ça m'intéresse, c'est le genre de projet que j'avais envie de mener. Et j'ai donc acheté les droits, j'ai loué une salle et voilà, les préventes sont lancées. Ça ne sera pas juste une projection. Donc on va faire plus, on va inviter des ultracyclistes, comme on les appelle, pour témoigner de leur participation dans cette course, pour répondre aux questions des gens qui viendront écouter. Il y aura plus que ça, on a envie de donner vraiment beaucoup, quelques extras, quelques surprises, éventuellement même un autre court film dans la soirée. Et donc c'est quel espace que tu as loué? Alors c'est une salle au Palace. Ah, génial. Ah, très chouette salle. Le cinéma Palace en plein milieu, en plein centre de Bruxelles. Excellent. Donc c'est très accessible. J'espère et je pense aussi que l'événement pourra intéresser des cinéphiles qui sont pas spécialement des cyclistes, pas nécessairement, mais qui aiment les belles images. Et comme ce film est vraiment très bien fait, c'est un très haut niveau de qualité. Je pense que ça peut intéresser aussi le genre de personnes qui aimaient ou qui aiment encore exploration du monde, des beaux documentaires, des choses sur comme par exemple le Banff Festival, juste pour citer quelques exemples, quelques inspirations. Et donc les gens que tu vas inviter qui sont des adeptes de l'ultracycling, c'est principalement des Belges, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Oui. Hein, je pense. On va se focuser sur... Mais on a un très beau panel de gens, pas que bruxellois, mais des Belges. On a un Belge qui a gagné 3 fois cette course, qui s'appelle Christophe Allegaert, qui vient de Courtrai. Je l'appelle un peu le Beatle de l'ultracyclisme, parce qu'il a l'air de faire tout ça avec le sourire, avec une certaine candeur, alors que ça demande quand même des efforts surhumains. Et puis à Bruxelles, on a Xavier Massard qui a participé l'année dernière, donc 2019, et qui a très très bien terminé aussi. Et qui sera, je te coupe, dans l'émission du 14 février, puisqu'il sera l'invité, accompagné de toi, hein, notamment. Chouette, mais oui, je serai là maintenant, je serai en Belgique. François, Guillaume Chaumont, il y aura du monde. François Laperche, enfin voilà. Donc, génial. C'est une belle brochette que je vous ai préparée, donc, chers auditrices et auditeurs de Radio Campus, puisque c'est le 14 février pour la Saint-Valentin. On va être dans la Saint-Vélotin. Dans la Saint-Vélotin, voilà. Oh, comme c'est beau. Génial. Non, mais c'est Pause Vélo, je crois. Je ne sais pas comment tu vas faire le lien entre l'ultracyclisme et la Saint-Valentin. Je ne sais pas non plus. Parce que mais non, c'est facile, c'est une course d'endurance, c'est comme l'amour.
Oh, Ouais. tu vois comment je suis bon. C'est beau. Ouais, non, l'ultra C'est très romantique, mais comme sport aussi, c'est très romantique. On a plein de moments avec des hauts et des bas, évidemment, comme l'amour d'ailleurs. Ah, voilà. Des Ouais. moments où tout va bien et des moments où on se dispute, avec soi-même aussi d'ailleurs. Donc, ce sera un sujet éventuellement pour pérorer pendant l'émission. En tout cas, on a hâte d'être. Rappelle-nous la date, s'il te plaît, de la projection. Mais c'est le 13, donc la veille de la prochaine émission, Oui, le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, à partir de 7h du soir. à partir de 7h du soir au Palace. Et le titre Voilà. de l'événement sur Facebook se nomme. On board the Transcontinental. Ok. Mais peut-être le plus facile, c'est que les gens passent par mon profil, Mhm. c'est Bicicleta. C'est Et la bi- dernière publication que je viens de faire maintenant Mhm. concerne l'événement. Sebi Cycleta. Hein. C'est Bicicleta, Tout- avec un seul T. Voilà. Et Et pas l'espace. d'Y, seulement des I. Il y a Francky. C'est Bicicleta. Ouais, moi je suis vieux, donc je suis pas full connecté. Comment je fais pour acheter un ticket pour aller voir ton film? Ah, je peux donner le lien. Je l'ai envoyé à Clément, qui pourrait le partager par votre site si c'est possible. Tout à ou sur fait. antenne. Ce n'est qu'une question de temps, mais ce Je sera viens fait de sous peu. l'envoyer par Messenger. Ok, merci. Magnifique. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été à l'antenne Merci. de Radio Campus. Mais avec plaisir. Eh bien, on se retrouve le 14 février et avant ça pour la projection de ton film. Un grand merci. Très bien. On a encore du travail pour remplir le programme. Il y a des très chouettes idées. Et donc voilà, on se réjouit de voir tout le monde. Merci à toi. Bonnes vacances en tout À cas. très bientôt. À bientôt. Salut, au Encore revoir merci. tout le monde. Au revoir. La nomade sédentaire, et c'est la meilleure des rubriques, c'est celle de Oh. Katia. La flatterie marche toujours. Je crois que j'ai compris. J'apprends. J'apprends vite, hein, t'as vu? Très bien. On n'est qu'à la 3e émission, et j'en suis déjà là. Voilà. Moi, j'avais envie de souhaiter une bonne année à tout le monde, en fait. À toi, Clément, d'abord. Voilà. Ah, à tout merci. le monde ici autour de la table. Bonne année, Katia. Merci. Et bonne année les auditrices et auditeurs. Et une bonne année, évidemment, à tous les auditeurs et auditrices, effectivement, de la meilleure émission radio sur le vélo jamais créée dans notre beau et plat, enfin plat, ça se discute, hein, dans notre beau et plat pays, notre beau royaume de Belgique. Pour commencer cette nouvelle année, j'avais envie de faire un petit bilan de mon année 2019, à vélo. Commençons par le vélo taf. En 2019, j'ai eu la joie, comme vous tous, de découvrir et de parcourir de nouvelles pistes cyclables, notamment celles qui se multiplient lentement, mais sûrement, tout autour de la petite ceinture. Ah, quelle joie de pouvoir rouler sans les mains sur ces belles pistes ocre, au revêtement parfait, en chantant « Quand il me prend dans ses bras ». Voilà, je vais arrêter là. Non, mais si, on aime ta bonne Non, humeur. c'est pas c'est ça. Bon, revenons à nos opinions. Hein. Je la sors à chaque fois, celle-là, mais bon. En 2019, je suis heureuse de vous annoncer que j'ai eu 0 accident. Je suis assez fière de ma performance. Rien, nada. Il faut dire qu'en 2018, j'avais été percutée 2 fois par des voitures. Même si dans les 2 cas, les conducteurs n'avaient pas hésité à reconnaître leur tort et à me rembourser les dégâts causés sur mes vélos, ces 2 accidents m'ont servi de leçon et appris qu'en cas de doute, si je ne suis pas absolument certaine que le conducteur m'a vu, je ne passe pas, quitte à m'arrêter. Dois-je vous rappeler ce dicton du célèbre Bilouk le cycliste ? Les cyclistes prioritaires, il y en a plein les cimetières. Bilouk, si tu nous écoutes, bisous. Pour être tout à fait honnête, je crois qu'après ces 2 accidents en 2018, j'ai moi-même pas mal évolué dans ma façon d'appréhender mes déplacements à vélo en ville. J'anticipe encore plus et, surtout, je suis moins stressée sur la route. J'ai arrêté de vouloir expliquer le code de la route aux conducteurs inciviques, de vouloir faire la morale à ceux qui me dépassent en me frôlant pour arriver avant moi au feu, et aussi, je prends désormais beaucoup plus sur moi lorsque je suis confrontée à des comportements agressifs. J'ai compris qu'argumenter ne servait à rien face à certaines personnes, et que c'était même souvent contre-productif, puisque je repartais avec de ces pseudo-discussions frustrées et énervées face à un mur, ou plutôt une portière, de mauvaise foi. Alors, désormais, au lieu d'arriver à destination la boule au ventre à cause de ces frustrations, j'ignore. J'ignore, je respire un bon coup, j'en profite pour faire le plein de particules fines, hein, c'est toujours important. Je relève la tête et je poursuis ma route. Oui, j'ai décidé que plus rien ni personne ne pourrait me gâcher le plaisir que je prends en me déplaçant sur mon vélo. 0 accident donc, grâce peut-être à cette évolution dans mon comportement ou à cette plus grande zénitude sur la route,
mais aussi, j'en suis convaincue, grâce à un changement de comportement chez beaucoup d'automobilistes. Se déplacer à vélo à Bruxelles est bel et bien en train de devenir, si pas la norme, du moins quelque chose de banal, de courant. Bon, j'ai encore bien droit à des « et tu portes pas de casque ?» et autres « et ton gilet fluo, il est où ?» Mais disons que d'une manière générale, on te prend de moins en moins pour une extraterrestre ou pour une suicidaire si tu as choisi le vélo pour te déplacer en ville. Changement de comportement donc chez les automobilistes, qui sont de plus en plus habitués à la présence des cyclistes sur leur trajet quotidien. Et ça, c'est vraiment chouette. Poursuivons. En 2019, je me suis rendu compte que derrière tous ces pseudos plus ou moins drôles ou bizarres sur Twitter, il y avait, tenez-vous bien, de vraies personnes. Je le sais parce qu'on s'est rencontrés. Et avec certains, on est même devenus amis. La cyclosphère est en effet très active sur le réseau aux petits oiseaux, que ce soit chez nous ou en France. C'est ainsi qu'on a, par exemple, organisé avec un bullet en ville. C'est la fameuse, je ne sais pas si vous avez vu ces cartes vélo qui ont été partagées un peu partout dans la presse, etc., avec les distances d'un point A à un point B. C'est elle qui a confectionné ça, que j'ai rencontré via Twitter, en fait. Donc avec un bullet en ville, on a organisé un Meet Me Halfway entre Bruxelles et Paris. On a dessiné un trait sur la carte entre les deux villes. On s'est donné rendez-vous à mi-chemin. C'est donc à Saint-Quentin, en France, au bord du lac, qu'on s'est retrouvés, une bonne vingtaine de cyclo-drogués, comme on s'appelle, autour d'une grande table sur la plage pour boire une bière, enfin plusieurs, avant de tous reprendre la route, chacun dans sa direction, dans le sens inverse. Ce jour-là, j'ai battu mon record personnel, j'ai roulé 125 km. 125 km. Jamais je m'en serais cru capable. En 2019, j'ai aussi découvert le voyage à vélo. Avec quelques amis, nous avons pris le train de nuit avec nos vélos direction Perpignan. Au réveil, on a sorti les vélos du train et ensuite on a pédalé pendant une semaine sur 500 km. C'était merveilleux. En 2019, j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à aller rouler chaque week-end ou presque, en solo avec des amis, à la découverte de notre beau pays. J'ai découvert comment confectionner des itinéraires en ligne, puis comment les suivre sur mon téléphone, et récemment, je viens même d'investir dans mon tout premier GPS vélo. Me voilà prête à conquérir le monde sur ma bicyclette. Ou pas. Car depuis que j'ai commencé le cyclotourisme, je me rends compte à quel point notre pays est beau, et j'ai de moins en moins envie de partir loin. J'ai beaucoup voyagé par le passé, et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai envie de découvrir ce qui est là, juste là, autour de moi, depuis toujours, mais que je n'avais jamais vraiment su regarder. Oui, 2019 aura pour moi été l'année de la révélation. L'année où je me suis rendu compte que mon vélo pouvait non seulement m'emmener partout dans la ville, mais aussi m'emmener beaucoup plus loin à la découverte de nouveaux paysages ou encore me faire rencontrer de bien belles personnes. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de ce que j'aimerais pour 2020. Hein. J'ai pas mal de souhaits, on va dire, pour 2020. Donc en 2020, je veux voir la piste faisant le tour de la petite ceinture enfin terminée, sans plus aucune interruption. En 2020, je veux voir encore plus de sourires derrière les pare-brises des voitures. En 2020, je veux que chaque bourgmestre de chaque commune de Bruxelles traverse, en heure de pointe, sa commune sur un vélo, juste une fois, pour voir. En 2020, je veux respirer moins de particules fines et moins de dioxyde d'azote. En 2020, je veux qu'il n'y ait plus un seul piéton ou cycliste tué par un automobiliste. En 2020, je veux que la ville soit apaisée, que les enfants ne soient plus obligés de s'habiller en fluo pour traverser la rue. Je veux que les enfants qu'ils souhaitent puissent aller à vélo à l'école, en sécurité. En 2020, je veux que les politiques qui ont de l'ambition pour Bruxelles ne soient plus entravés dans leurs projets d'infrastructures cyclables par des commerçants au bras long. Marc, si tu nous écoutes, je ne sais pas si vous avez suivi ou si vous voyez à quoi je fais allusion, mais voilà. Ça, c'est pour la piste cyclable. À mon avis, entre le 20 décembre et le 31, le tour de Bruxelles, enfin, le tour de la petite ceinture avec la piste cyclable sera interrompu au niveau de l'avenue des Arts. Tu crois qu'ils recommenceront ? Visiblement, vu ces arguments financiers. Ouais. Quelle bonne blague. On verra l'année prochaine. Suspense. En 2020, je veux que le Parlement vote une loi réglementant la publicité pour la voiture. On en parlera tout à l'heure. Mais je vous invite à nous rejoindre à Trône demain samedi à 10h pour une mythical masse exceptionnelle qui ralliera en cortège en musique le salon de l'auto. En 2020, je veux que plus personne ne klaxonne dans les rues de Bruxelles sauf pour signaler un réel danger. En 2020, je veux que chaque automobiliste essaye au moins une fois, juste une fois, de se rendre au travail à vélo. Je m'engage personnellement à les accompagner sur leur premier trajet s'ils le souhaitent. En 2020, je veux que chaque personne qui passe le permis de conduire soit tenue de suivre une formation pratique au vélo en ville de quelques heures, juste pour mieux comprendre, car le respect passe aussi par la compréhension. En 2020, je veux que de nouveaux parkings vélos sécurisés, à l'image de celui de la Bourse ou de Brouckère, voient le jour à la porte de Namur et dans chaque commune de la ville.
En 2020, je veux apprendre la mécanique vélo pour devenir totalement autonome avec mon biclou. Mais surtout, en 2020, je veux continuer à voir les copains cyclodrogués, revoir ceux qui habitent un peu plus loin, comme Bilouk, que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris en 2019, ou encore auprès de Marcel, de Fleu Magnifique, en roue libre, et tous les autres cyclo-parisiens rencontrés à Saint-Quentin. Je veux continuer à aller rouler avec tous les copains cyclo-belges, qu'ils soient de Bruxelles, d'Arqueline ou d'ailleurs, et aussi en rencontrer de nouveaux. En 2020, je veux croiser chaque matin encore plus de véloteurs et de véloteuses heureux à Bruxelles. Et enfin, en 2020, je veux continuer à m'émerveiller, à Bruxelles et ailleurs, devant tous ces nouveaux paysages, proches ou moins proches, que je vais découvrir perchés sur ma selle, en chantant « Quand il me prend dans ses bras, il me parle de bas. » Oui, mais c'était bien, continue. Non, voilà. Merci Katia. Une petite pause musicale. Et on se retrouve avec Bye to School au Sénégal. The change is gonna come sans changement. Je voudrais plus de reggaeton. Je voudrais plus de reggaeton. Je voudrais plus sound. Gonna come sans changement. Je voudrais plus de reggaeton. Je voudrais plus de reggaeton. Je voudrais plus sound. You keep on telling me that change is gonna come, but I have no time to wait, you see. I've only just begun. You keep on telling me that change is gonna come, but I don't see it, but I have no time to wait. You see, parce que I've only just begun. Too much CCTV, too many borderlines. Me, I want to be free. I know no boundary, parce que too much CCTV, too many borderlines. I don't know no boundaries. Me, I want to be free. I don't know no boundaries. I know no boundary. Parce que je voudrais plus de reggaeton. Je voudrais plus de reggaeton. Je voudrais plus sound. CCTV, too many borderlines. Me, I want to be free.
I know no boundary. Parce que too much CCTV, too many borderline. I don't know no boundaries. Me, I want to be free. I don't know no boundaries. I know no boundary. Parce que je voudrais plus de reggaeton. Je voudrais plus de reggaeton. Je voudrais plus sound. Alors là, on est en pleine course, hein. Je sais pas si tu as remarqué. Hein, qui a fait des courses dans le genre, là, des vieilles courses à l'époque? Non? Autour de la table. Bon, on vient d'essayer de joindre le Sénégal, Back to School, mais là tout de suite ça n'a pas marché. Donc si Pascal est prêt, on va peut-être enchaîner avec la rubrique de Pascal que tout le monde attend avec impatience. Bonsoir. Merci d'avoir été là parce qu'on n'y croyait pas. Ouais. On n'y croyait pas. Ça a été très difficile. Merci. Ça a été très difficile, mais je suis arrivé. Eh bien, cette semaine, d'abord, un contexte un peu particulier. Cette semaine, hein, on commence une nouvelle décennie et tout ça. Donc, bonne année à tous. Bonne année. Et cette semaine, figurez-vous que l'équipe recherche et documentation de chez Comcom s'est vraiment donné du mal. Et on avait d'abord envisagé un sujet sur l'histoire des femmes dans le vélo. Mais face au mouvement balance ton bidon pour le moment, on a fait machine arrière. Et en plus, j'ai eu suffisamment de problèmes avec mes révélations sur l'UCI et sur les caves de l'UCI en particulier. Donc, merci, bonsoir. C'est pas le sujet du jour. Et ceci dit, comme je dis, on s'est vraiment donné du mal. Et il y a quelques sujets qu'on avait évoqués et que finalement on a écartés, mais qui seront peut-être finalement des bons sujets qui ont été envisagés et non retenus, mais qui pourraient être des bons sujets de débat pour des futures émissions. Je prends 30 secondes pour les évoquer. On avait cyclisme et pédophilie, le rapport de l'église à la bicyclette, non retenu. C'est quoi cette histoire? On avait le speed pédélec vers un retour de la peine de mort, point d'interrogation. On avait aussi cohabitation vélo-trottinette, de l'importance de la batte de baseball. Pas retenu. Et on avait aussi la pratique du cyclisme moderne en club moderne. Dentiste ou architecte? Point d'interrogation. Donc ça ce sont les sujets qui n'ont pas été retenus pour les débats, mais qui sait, pour une prochaine émission, pourquoi pas. Donc blague à part, le sujet du jour n'est pas drôle, une fois de plus, on n'est pas là pour rigoler, et d'ailleurs le cyclisme s'apparente plus à une tragédie qu'une comédie, tout le monde en conviendra. Alors aujourd'hui, le sujet qui a été retenu, eh bien c'est l'histoire de l'ultra-distance. L'ultra-distance, donc tout le monde sait ce que c'est l'ultra-distance, il s'agit... Mais tu n'es pas sans savoir qu'on va en faire une émission spéciale ultra cycling. C'est ça, l'ultra distance. Exactement. Donc les distances extrêmement longues, étalées, sur plusieurs journées, etc. Et l'ultra distance, en fait, c'est une tendance forte. C'est une tendance forte du moment. Il y en a d'autres. Il y a par exemple le gravel, qui est aussi une tendance super forte et qui pour les constructeurs est un peu une sorte d'extension du domaine de la lutte après l'imposition commerciale du frein à disque. Pas seulement le frein à disque, puisque quand on dit frein à disque, on dit aussi évidemment frein, cadre, roue, il faut tout changer, ils adorent tous beaucoup ça. Mais l'ultra-distance réapparaît aujourd'hui à une époque où l'exploit et le dépassement de soi est porté au pinacle par une armée de mid-managers en quête de réalisation. À titre d'exemple, mon ancien patron s'est fait tatouer le logo de l'Ironman sur la cheville. On en pense ce qu'on veut. Mais tout ça, évidemment, c'est de la roupie de Sansonnet, les Paris-Brest-Paris, les transcontinentales, etc. Et c'était bien mieux à l'époque, comme je ne manque jamais de le rappeler, à tous ces jeunes cyclistes écervelés qui pensent qu'il y a plus de gloire à réaliser un fish and chips sous Jupiler qu'un Tour de France sous EPO.
Et donc, moi j'ai compris, hein. Moi j'ai compris. ouais, pour ceux qui savent pas ce que c'est un fish and chips, c'est une espèce de pirouette avec le vélo entre les jambes. Ouais. Elle est bonne ta punchline. Et donc, trêve de baliverne, qu'en était-il à l'époque alors de l'ultra-distance? Allez-vous me demander, hein, mon bon Pascal? Eh bien, voilà quelques éléments historiques qui vont vous éclairer sur l'histoire de l'ultra-distance. Je rappelle évidemment que tout cela est absolument authentique et véridique, comme d'habitude. Et donc, ma première anecdote historique, eh bien, en 1902, l'équipe cycliste Alcyon est créée. Alors, je ne sais pas, peut-être le nom évoquera quelque chose à quelques-uns. Aux anciens, ouais. Aux plus anciens, hein, 1902 quand même. Enfin, moi je m'en rappelle. La marque équipe un grand nombre de coureurs cyclistes. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, les cycles Alcyon sont les cycles les plus titrés sur les grandes épreuves. J'ai fait un peu de recherche. Ils ont gagné, les vélos Alcyon ont gagné quand même 14 Tours de France, 12 Paris-Roubaix et 13 Bordeaux-Paris. Et Bordeaux-Paris, entre guillemets, puisqu'on parle d'ultra-distance, c'était quand même une course sur 800 km. Fallait du mollet, quoi. D'une traite, hein. D'une traite, absolument. Mais derrière 800 km, on est même plus dans l'ultra-distance, là, c'est... bon. Donc, Alcyon, c'était un petit fabricant de banlieue, de la banlieue ouest de Paris, un des plus titrés, et d'ailleurs, les succès enregistrés chaque année par l'équipe Alcyon ont valu le surnom à l'équipe de l'intrépide Alcyon, c'est tout dire. Ce qu'on sait moins, cependant, c'est que, auréolé de tous ces succès, Edmond Gentil, le créateur des cycles Alcyon, petite digression, il y a eu jusque dans les années 60 un challenge Gentil pour professionnels, c'est vraiment une digression. Mais donc Edmond Gentil s'emballe un petit peu, auréolé du succès des cycles Alcyon, et il décide d'organiser une épreuve au long cours, genre Tour de France, hein, vraiment une très très longue course, mais cette fois sans étape. Donc une espèce de Tour de France sans étape, d'une seule traite. Il est ambitieux, la première édition est prévue sur 8000 km. Et Gentil est absolument intransigeant quant aux règles de l'épreuve. Donc il s'agit de parcourir la distance des 8000 km sans assistance, sans étape. Le sommeil est rigoureusement interdit et les coureurs doivent emporter leur nourriture pour la durée de l'épreuve. À côté de ça, honnêtement, la transconti, c'est comme aller acheter ses clopes, quoi. Hein. Je veux dire, 8000 km sans assistance. Mais l'épreuve, en fait, finalement, va être un total désastre, dans la mesure où il n'y aura aucun survivant à l'épreuve, et les cadavres, en fait, seront ramenés secrètement à Paris. La marque va s'éteindre petit à petit et dans les années 50, finalement, les cycles Alcyon vont être rachetés par Peugeot, en 57 si je ne me trompe, ou quelque chose comme ça. La légende veut qu'il y ait eu un peu de confusion au moment du rapatriement des cadavres, en fait. Et il semblerait, et bon, c'est venu jusqu'à nos oreilles, qu'un célèbre boucher de Wolverhampton aurait acheté à l'aveugle le contenu d'un camion, pensant qu'il s'agissait d'un chargement de viande de cheval, laquelle viande supposée de cheval se serait finalement retrouvée à l'étal de la boucherie. La boucle est bouclée, finalement, si je puis dire, sans faire de mauvais jeu de mots. À nouveau, on est plus proche de la tragédie que de la comédie ici. J'en profite pour signaler quand même, que je n'ai rien contre l'industrie de la viande en périphérie bruxelloise. Arrêtez de me harceler, moi et ma famille. Il n'y a vraiment aucun antagonisme. Je veux dire, voilà. Je ne veux ni me fâcher avec eux, ni avec les véganes, ni... Enfin bon, voilà. Non mais il y a quand même des vétérinaires qui ont été butés, hein, donc faut faire gaffe, quoi. Ouais, enfin, mais bon, je veux dire, au fil de ces rubriques, je commence quand même à me demander si Wolverhampton n'est pas un peu l'épicentre de... Mais moi, par rapport à ça, Pascal, je me demandais, la tête de cheval, tu l'as empaillée ou t'en as fait de la tête pressée? Alors, la tête de cheval, le rapport entre cyclisme et équitation sera évoqué dans une rubrique future et j'amènerai du matériel.
et probablement que la tête de cheval en fera partie. Je l'ai gardée. Elle commence à sentir un petit peu, mais l'empailler n'est pas forcément une mauvaise idée. Non, je préférais de la tête pressée. Une bonne tête pressée, un bon oui, keep cap. faisons une selle. Une selle, absolument. La boucle est bouclée de nouveau. Voilà, une selle de cheval, absolument. et la boucle est bouclée, en effet. Comme disait qui d'ailleurs? Ayrton Senna, peut-être. La boucle est bouclée, non? Oh mon Dieu. Donc, une autre tentative au niveau de l'ultra-distance est celle de Émile Masson. Émile Masson, un coureur belge, né le 1er septembre 1915 à Ologne-aux-Pierres. Je l'ignorais, je viens de le découvrir. Et il a disparu, ce bon vieux Émile Masson a disparu en 1943. Mais on l'a retrouvé en 2011 sur l'île d'Okushiri, une île du Japon. 1915-2011, il n'était pas tout jeune quand on l'a retrouvé. Bon, ben, l'histoire d'Émile Masson est la suivante. À l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, Émile Masson était non seulement un cycliste, mais était aussi un grand pacifiste. Et dans un élan de pacifisme, il décide de relier d'une traite tous les pays d'Europe qui sont... tous les pays d'Europe, dans un élan de pacifisme, il décide de les visiter, également sans étape et sans assistance. Beau défi, mais ça démarre plutôt pas mal. L'accueil des populations est chaleureux, celui de la presse est relativement élogieux, etc. Mais le conflit mondial s'envenime, puisqu'il démarre là il démarre en 1939. Le conflit vraiment s'emballe, s'envenime. La guerre finit par battre son plein. Et Émile, plutôt que de se laisser abattre, il décide d'élargir les limites de son périple à tous les pays qui sont concernés par le conflit mondial. Alors ici, bon, j'ai pas le temps dans ma rubrique de vous raconter toutes les anecdotes liées à son périple, notamment sa fameuse traversée à vélo de l'Atlantique. J'en viens tout de suite à la conclusion, puisque Émile Masson, après son périple, on l'a retrouvé sur une île du Japon en 2011. Il ignorait que le conflit était terminé. Il était presque centenaire, on l'a débusqué là dans une espèce de demi-jungle, alors qu'il venait de terminer son dernier officier japonais à la broche, et il avait vraiment survécu jusque-là, donc vraiment chapeau Émile. Oui, il était franc, Émile, il était franc, Masson. Enfin... Il était assez franc comme garçon, c'est vrai. Il était assez franc, on l'a retenu pour ses exploits cyclistes, son pacifisme, mais également sa franchise, absolument. Merci de me le rappeler. Et donc, vous l'aurez compris, les périples à la Émile Masson, ça impressionne quand même un petit plus que de faire une TCR sur un S-Works à 12 000 balles. Je veux dire, on est sur une autre catégorie, quoi. Et bien voilà, donc c'est un peu ma conclusion. Je veux dire, l'ultra-distance a une histoire, elle revient en force. Peut-être aurons-nous de nouveaux exploits de l'ordre de ceux d'Émile Masson ou de Monsieur Gentil avec ses vélos Alcyon. En tout cas, la prochaine fois, pour boucler la boucle, justement, la prochaine fois, nous parlerons de l'influence des animaux sur la pratique du vélo à travers l'histoire. Et ceci terminait ma chronique. Pour la Saint-Valentin, c'est super romantique. Ah, on sera super, on sera à fond sur la Saint-Valentin. Ouais. Donc peut-être qu'on fera l'influence des animaux, mais on parlera aussi peut-être un peu zoophilie, puisqu'on n'avait pas retenu la pédophilie au départ. Mais pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Et puisqu'on parlait celle de cheval, voilà toute une boucle à boucler. Eh bien, merci beaucoup et à la prochaine fois. Hein. Ah non, merci à toi, Di. Tu nous mets quand même toujours dans des états après, pas possible. Bon, en tout cas, les sockets en titane, ça ne fait non, ça fait pas que commencer puisqu'on est à la moitié de l'émission. On va essayer de joindre le Sénégal avec nos amis de Bike to School qui sont quelque part au sud du Sénégal, qui ont quand même traversé une partie du Sahara, là, la Mauritanie, à vélo, ça doit être sympa. C'est pas dit qu'on les joigne parce que quand même les conditions là-bas c'est pas top, quoique ils ont la 4G et le Wi-Fi. Ah, on essaye d'appeler, hein. Ah on entend la tonalité. Putain, on dirait la valise RTL. Ouais, c'est ça. Ça date aussi. Allô, est-ce que vous nous entendez?
Allô, est-ce que Lucie ou Alex de Bike to School nous entendent? Allô, allô, moi je n'entends pas, malheureusement, je ne vous entends pas. Pourtant, la connexion est établie, non? Allô? Bon, alors, vous êtes parti pourquoi et comment? On veut savoir. Vous pouvez réécouter la longue interview où ils présentent leur projet dans la première émission des Sockets en Titane qui est sur Mixcloud. Le lien est disponible sur la page du... Ah, Ça marche. on t'entend, Lucie? Ouais. Tu nous entends? Ouais, Oui. ouais, c'est bon, ouais. Voilà, vous êtes à l'antenne de Radio Campus. Et vous êtes Ah, où? super. À part ça, vous êtes où, vous? Là, on est dans une réserve naturelle au sud de Dakar. Nous aussi. Nous aussi, il dit. On est à l'ULB. Hein. On est à l'ULB. C'est un, peu... Dans le placard. c'est un peu une réserve naturelle, l'ULB, c'est ça. Carrément. Non, mais. Il y a un petit décalage. Racontez-nous un peu votre périple jusque-là. Bon, bah là, en fait, on est arrivé à Dakar il y a 2 semaines, juste avant les fêtes de Noël. Donc, on a commencé le 3 septembre. On a traversé la France, l'Espagne, le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie et le Sénégal. Et on est arrivé à Dakar le 20 décembre. On est arrivé le 20 décembre. Et donc là, on est à l'arrêt et on reprend après-demain. Et donc, à l'arrêt, ça veut dire quoi? Quelques jours, là, de plus de vélo, là? Vous en avez ras-le-bol, je suis sûr. Non, je rigole. On a envie de reprendre le vélo. On est à l'arrêt depuis 2 semaines à peu près, après 6700 km. Mais pas parce qu'on en a marre du vélo, parce que c'était prévu. En fait, Alex a rejoint un groupe d'élèves et de collègues qui étaient venus à Embourg, donc à 90 km au sud de Dakar, pour un projet humanitaire. Voilà. Et c'était du 24 décembre au 10 janvier, donc ils repartent ce soir et nous on reprend la route le 12. Et vous allez vers où? Vous allez vers où? Ah, la connexion. Non. Ça y est, on vous a retrouvé. Et ensuite, vous allez Non, vers où? c'est bon, on t'entend. Ouais. Et donc, Ouais. et de là, vous partez donc en quelle direction? Après, on va. Donc, on fait le sud, on va vers la Gambie, puis Guinée-Bissau, Conakry, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Puis Burkina. après, on ira à l'association pour laquelle on roule au Burkina, donc c'est 12 km au-dessus de la frontière avec le Ghana. Et puis après, on redescendra encore probablement le Ghana, puis Togo. Puis normalement, le périple africain devrait s'arrêter là et on devrait aller en Amérique latine. Et le projet pour lequel vous roulez s'appelle Bet Salé? Voilà, c'est ça. Donc, l'association Betsalel, qui est une association qui aide la scolarité d'enfants burkinabés au sud de la capitale burkinabé, donc à la ville de Léo, donc l'ASBL Betsalel. Super, donc on peut retrouver ça facilement sur Internet. Pour vous soutenir, c'est possible, hein? Absolument, ouais. Vous pouvez aller voir sur betsalel.be. Toutes les infos sont sur betsalel.be. Et sinon, il y a aussi notre Instagram, Bike to School. C'est notre projet, Bike to School. C'est Bike to Et School sur le avec site de l'ASBL Betsalel, vous pouvez aussi voir nos premières fiches d'activités pédagogiques. Parce que donc on visite des écoles un petit peu partout. On a commencé au Maroc, on en a visité aussi même dans le désert, puis en Mauritanie. Ici au Sénégal, c'était la période des fêtes, donc on n'a pas encore visité d'école, si je dis pas de bêtises. À Saint-Louis. À Saint-Louis, oui, c'est Saint-Louis, juste. ouais. À Saint-Louis. Mais donc on a commencé à collecter des bonnes idées d'activités ludiques, des activités d'apprentissage ludique, et on a mis tout ça sur le site de l'ASBL betsalel.be. Super. On veut savoir avec quel vélo vous faites tout ça. Enfin, moi, je veux savoir. Alors, pour les pour les vélos, on a des vélos de la marque Riverside de Decathlon. Donc, c'est des vélos purement faits pour le trekking. Ils nous ont donné chacun un vélo et on les teste. En fait, ce sont des prototypes qu'on va tester pendant 2 ans et qu'après on va devoir rendre. Mais ce ne sont pas c'est pas notre seul sponsor. On a aussi comme sponsor Wikitree, une boîte de consultance à Bruxelles.
et Decathlon Nivelles qui nous offre aussi du matériel. Et ok, combien de crevaisons jusqu'à présent? Une seule. Une seule, et elle est arrivée le jour où on est arrivé à Dakar. Donc on n'a rien eu pendant 6650 km, on n'a rien eu du tout, de aucun de nos deux vélos. Et puis vraiment, c'est le jour où on quittait pour Dakar qu'il y a eu une crevaison. Et quels sont les pneus que vous avez? Sur Des le mien, bons pneus. sur le mien, c'est des Schwalbe. Ah, Schwalbe Marathon Plus pour Lucie, pour les miens, ce sont des Treco de Decathlon. Ok. Ils sont super. Et Francky dit qu'ils sont super bons. Ouais. Moi, je suis fan de Decathlon, mais c'est pas Les ça ma Schwalbe, question. en tout cas, ils sont top, ils sont à peine usés. Ouais, ça je confirme. ouais. En plus, c'est le. Ouais, Oui, je voulais juste savoir, au niveau de la Sierra Leone et tout, c'est quand même des pays assez dangereux. Vous avez prévu quoi pour traverser ces pays-là? Allô, la Belgique? Est-ce que vous nous recevez? Ok, laisse tomber. Je le dirai plus. Est-ce que ça va? Et c'est pas trop dangereux Ouais. là-bas? Ils nous entendent pas. Non, rien. Pour l'instant, absolument rien. Les gens sont vraiment gentils. Il faut dire que bon, on a toujours été très bien accueillis, autant en France qu'en Espagne. Au Maroc, l'accueil a été totalement incroyable, vraiment. C'est vraiment un accueil mais sans nom. C'est inimaginable comment les gens pouvaient nous accueillir là-bas. Pareil en Mauritanie, on a été super bien accueillis, au Sénégal aussi. Donc au niveau des gens, non, il n'y a pas de danger. Évidemment, en Mauritanie, il fallait pas s'aventurer trop vers l'est, à l'intérieur des terres, parce que par là, bon, il y a les groupes djihadistes. Et sinon, au niveau des animaux, on n'a rencontré aucun animal sauvage, si ce n'est des phacochères et des singes au sud de la Mauritanie, au nord du Sénégal. C'est un peu Et des comme ici à cafards. l'ULB, quoi. Francky dit que c'est pareil par ici. C'est une réserve, c'est une réserve. On est dans la réserve. On n'a pas compris. Francky dit qu'il y a les mêmes animaux chez nous, en gros, quoi. Ouais, c'est vrai, pas loin. Pas très Et loin. sinon aussi, par rapport à la sécurité, il y avait pas mal de postes de gendarmes, surtout dans le désert. Et donc, on était très, très régulièrement contrôlés et ils communiquaient beaucoup entre eux. Donc, on nous attendait. À chaque fois qu'on arrivait au poste de gendarme, c'était « Ah, voilà, les Belges sont là ». Et donc, voilà, on savait qu'on était là, on nous suivait. Et voilà, beaucoup de contrôle. Et pour la Sierra Leone? Bon, a priori, bon, maintenant, c'est en zone vigilance conseillée. Enfin, vigilance tout court. Donc, c'est pas en zone orange déconseillée. Donc, pour l'instant, ça va. Évidemment, l'Afrique de l'Ouest, pour l'instant, globalement, c'est pas un endroit où traîner. Mais dès qu'un endroit sera en orange, donc c'est-à-dire déconseillé, on n'ira pas, quoi. Mais pour l'instant, Sierra Leone, Libéria, ça va. Merci beaucoup, merci. On va vous laisser, mais on espère que vous allez faire un bon voyage. Hein. On se reprend sûrement. On se retrouve dans un mois, dans la prochaine émission. Ok, super, merci Radio Campus, merci Clément, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci les Bike to School. À tout bientôt. Faites bonne route. Salut. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors on retourne dans les studios de Radio Campus, sur le campus de l'ULB, Solbosch, avec autour de la table la nomade sédentaire, Pascal, Francky, Vincent et Bernard. Et vous avez vu le jeu de mots que j'ai fait là, Francky, Vincent. Putain, personne ne l'a capté quoi. Je failli dire vas-y Francky, mais j'ai pas osé. Il y a que toi qui a Tu osé. peux le dire, mais tu peux pas la chanter, quoi. Non, mais il y a aussi Allez, purée. Eh bon, excusez-moi, j'en perds ma voix. Et donc on avait invité, parce que Francky, toi maintenant t'as ton abonnement, t'es même plus invité, tu viens de ton plein gré. Et, Je suis bénévole. T'es bénévole, ouais, comme Toujours. d'hab. Ouais. Pour lâcher des feintes aussi, t'es bénévole, vachement, hein, il me semble. Vincent et Bernard, vous, c'est la première fois que vous venez. Oui, tout à fait. Et en fait, Bernard est un cycliste quotidien qui a eu une voiture comme bon nombre d'entre nous. J'en ai toujours, il ne faut pas non plus... Et il l'a toujours. Sauf que... Moi, j'en ai plus. Elle est plus petite, on va dire. Moi non plus. Elle est plus petite. 4 enfants, Vincent, et Bernard, tu Pas en as... mieux, 3 enfants. 3. Mais ils se sont déjà envolés, donc j'ai réduit la taille de la voiture.
Et voilà. Mais à l'époque où ils étaient encore à la maison, il y avait, je pense qu'il y en avait une des... Donc c'est ça, il y a 20 ans, c'était il y a 20 ans, là je me suis posé des questions dans le zoning industriel où je travaillais, il y avait des embouteillages pas possibles, et moi j'ai 10 km à faire à vol d'oiseau, donc je me suis dit ça va plus quoi. Et donc c'est là que j'ai commencé à être cycliste quotidien, mais tout en restant automobiliste, donc les contraintes familiales. J'ai une fille harpiste, effectivement. Donc une harpe, c'est 50 kilos, c'est énorme. Vélo, c'est pas évident. Hein. Et puis d'autres contraintes. Ma femme est italienne, donc avoir une voiture pour retourner visiter la famille, c'est bien facile. Bon, c'est peut-être des excuses, tout ça. Hein. C'est l'ultra-distance. Ultra-distance en bagnole, oui. Mais disons que ces dernières années, ma voiture était restée devant la maison sans bouger, quoi. Et donc on a réduit la voile. Moi j'ai une question. Tu vis à Bruxelles ? Je vis à Bruxelles. Et donc oui. Il y a 20 ans, tu as commencé à être cycliste quotidien à Bruxelles. C'était comment il y a 20 moi j'ai ans toujours fait du vélo. Quand j'étais gosse à l'école, j'allais à vélo parce que je suis malade en transport en commun. Je déteste le transport en commun, donc j'ai quand même... Il n'y avait pas de cycliste à l'époque. Si, il y avait moi déjà il y a 20 ans. Il y a 20 ans ou il y a... moins qu'aujourd'hui. 40 ans. Non, mais il y en avait déjà On était beaucoup. tout seuls. Non, on était tout seuls, Francky, j'en croisais pas. Hein. Bernard, tu es de Watermal-Boisfort ? Auderghem. Ah, voilà. Moi j'étais Watermal-Auderghem aussi et je n'en croisais aucun. J'étais tout seul. Peut-être qu'on s'est vu à l'époque sans le savoir. Pas beaucoup, mais moi je trouve qu'il y en a pas encore énormément. Je crois que la progression se fait moins qu'au centre-ville. Hein. Chaque fois que je vais au centre-ville, je trouve qu'il y a... Je suis chaque fois étonné. Chez toi, à Watermal-Boisfort, chez moi, il y en a, mais j'ai l'impression... Moi, je suis à Scarbeck, j'en vois plein, quoi. Enfin, partout dans Ah Bruxelles. oui, Scarbeck, c'est déjà plus... Moi, ça fait que 5 ans que je fais du vélo quotidien à Bruxelles, mais juste sur 5 ans... Moi, je suis vraiment en périphérie. Je vais à Evere, donc je traverse Woluwe. Woluwe, bon, c'est plutôt les SUV que... Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a des cyclistes aussi. À Boisfort, c'est les SUV électriques, mais c'est des SUV quand même, hein, Bernard. Oui, il y a plein de vélos électriques. Ouais. Mais... Donc moi, j'ai toujours fait du vélo étant gosse aussi. Et puis voilà. Comme nous tous, je pense on a tous appris à rouler à vélo, mais entre rouler à vélo gosse et puis en faire un moyen de transport à part entière... Oui, c'est vrai qu'au début, mais c'était ça qui donnait l'adrénaline aussi. Hein. Au début, je me souviens, il y a 20 ans, le fait d'être précurseur comme ça booste aussi. Hein. Et puis, découvrir des petites routes, ça, c'était formidable. Ça me manque maintenant, parce que je connais mon chemin par cœur. Mais c'est pas il y a un peu plus que 20 ans que tu as commencé ? Non, 2001, 2000. Ouais, un peu moins de 20 ans. Ouais. Avant ça, non, j'étais submergé par les... Je vais faire attention à ce que je dis, hein, mes enfants m'écoutent. par les enfants, le boulot. Alors, je suis plus ancien cycliste que toi à Bruxelles, parce que moi j'ai commencé en 98 à Bruxelles. Et il y avait déjà des cyclistes à ce moment-là. Ah non, moi, c'est une période où je faisais plus de vélo. Ouais, non. Quand j'étais adolescent, oui, et puis ça, les études, l'UNIF, le mariage, le boulot, une voiture pour aller travailler. Hein, dans tous ces zonings industriels, il n'y a aucun transport en commun, quoi. C'était ça le problème aussi. Donc, j'ai 12 km à faire. Mais ce que je voulais quand même dire à ton propos, Bernard, parce que moi je suis content que tu sois là, tu te fais rare partout, et pourtant, pour pas mal de cyclistes à Bruxelles, tu es un précurseur et un peu un maître à penser. Tu es un des seuls gars que je connaisse qui a remis sa bagnole de société en disant voilà, moi. Oui, attends, c'est pas si altruiste que ça. Quand on, non, dans ma boîte, si on remet la voiture de société, notre salaire augmente. Donc, comme tout le monde. Je suis pas non plus masochiste. Pas forcément comme tout le monde. Hein. Je lisais aujourd'hui, il y avait un article dans le journal à propos du programme Cash for Cars. Oui. Et moins d'1% des gens qui bénéficient d'une voiture de société ont opté pour ce système. Moi, je peux parler de mon cas personnel. Les sociétés ont toujours des incitants fiscaux tels sur la voiture de société qu'ils les lâchent qu'avec parcimonie. Les 100 balles qu'ils te lâchent pour la voiture leur coûtent pas le même prix que les 100 balles qu'ils te lâchent pour le salaire net. Et donc la différence se fait. J'ai dû vraiment, par exemple, moi dans mon entreprise, vraiment me battre assez longtemps pour obtenir ce qu'ils appellent un budget mobilité, mais que je l'utilise ou pas, la voiture de société est restée obligatoire. Je n'ai pas le choix, elle est contractuelle. Donc cette voiture, je vais l'acheter. Elle va coûter bonbon et elle va rester devant chez moi la plupart du temps. Je fais plus de kilomètres à vélo qu'en voiture sur une année. Et les kilomètres que je fais en voiture sont ceux pour vraiment les longs trajets, genre les vacances ou autres, mais au quotidien, je ne l'emploie pas du tout. Et donc, cette approche qui, moi, me paraissait super intéressante, où je pensais que ça allait vraiment donner des résultats, en fait, pas du tout. Et il y a vraiment un élément culturel aussi. Il y a une immatriculation sur deux
qui se fait sur un véhicule neuf en Belgique, qui est une voiture de société. C'est pas du tout la même proportion qu'en France. Et il reste en Belgique un élément, je pense, d'attachement au modèle de la voiture de société. Par exemple, moi qui travaille dans une société multinationale, les véhicules dans lesquels on roule ici en Belgique comme voiture de société, par exemple, pour les Français ou les Allemands, ils tombent un peu de leur chaise. Alors que les Allemands, ben, je veux dire, ils savent ce que c'est fabriquer une voiture. Ils aiment bien ça, quoi. Il s'agit de voitures salaires en Belgique. Hein. C'est ça. C'est même pas la voiture de fonction en France. Ouais, mais c'est un cas unique au monde, la Belgique, au niveau de la défiscalisation des voitures. Payer les gens en bagnole, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'en France, les voitures... C'est un cas unique au monde. Pour nous, ça nous paraît normal qu'il y ait, je ne sais plus combien de pourcentage du parc automobile belge qui est... 50%, un peu plus même. Non, mais les immatriculations. Mais du parc, je crois que, je ne sais plus les pourcentages, je vais dire des bêtises, je ne les connais plus de mémoire, mais le nombre de voitures salaires, donc payer des gens avec des bagnoles, en gros c'est ça, hein, c'est des voitures salaires, c'est pas des voitures de fonction. Et payer moins de sécurité sociale, c'est un peu le problème. Voilà, oui. Donc, c'est vraiment un truc, mais il y a aussi un élément un peu culturel. Par exemple, moi j'ai fait moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je travaille aussi dans une multinationale, j'ai quand même beaucoup de collègues qui voudraient avoir une plus petite voiture, plus raisonnable, mais ils habitent loin. La grande majorité de mes collègues habitent loin. Habitent loin, ça veut dire faire plus de 15 000, 20 000 km par an. Et financièrement, avec ce kilométrage, on a une carte d'essence gratuite. Oui, bien sûr. Moi, je fais moins de 10 000 km/h, donc ok. Vous êtes tous les deux dans l'IT. Vous êtes tous les deux dans l'IT, je crois. Oui. Je pense. Oui, donc c'est une multinationale liée en plus au... Mais en fait, ce que je voulais dire au niveau culturel, par exemple, c'est que pour avoir fait du recrutement dans le passé, je sais par exemple que... le prestige supposé qu'apporte la voiture joue un rôle important. Et à un moment, je recrutais des gars qui sortaient fraîchement de l'UNIF. Et pour un salaire qui était un salaire aligné sur le marché, mais l'élément décisif, c'était quand le gars hésitait un peu, écoute, là, je te propose un contrat avec une Golf, qu'est-ce que tu dirais de rouler dans une bonne grosse Audi bien équipée? Et c'était l'élément. Donc il y a vraiment un élément de prestige qu'on retrouve, pas ça que je veux dire, l'élément culturel. Je suis pas sûr qu'on retrouve la même chose j'ai l'impression que c'est en train de disparaître, dans d'autres pays. C'est en train de devenir ringard, comme un peu la voiture. Ils passent moins de permis, hein, les gens passent moins de permis. C'est pas culturel, c'est que moi je suis français, j'ai vendu des bagnoles en France pour Peugeot, c'est fiscal. En France, tu défiscalises un montant de la voiture, peu importe son prix de vente définitif, et donc c'est pas très intéressant pour une entreprise de filer une bagnole à quelqu'un. Ici, c'est un système fiscal qui te permet de le faire, et les gens ils sont attachés parce qu'on les a habitués. Mais pour pondérer un peu tes propos de tout à l'heure, moi je vois quand même pas mal de gars qui font du leasing, donc tu as des leasing pour des vélos maintenant. Il y a peut-être que 1% des gens qui ont rendu leur bagnole pour passer au vélo, mais si les entreprises, tu leur expliques que fiscalement ils peuvent faire du leasing de vélo, ils vont peut-être le faire. C'est ce qui s'est passé. Donc là où je travaille, effectivement, maintenant on a un budget mobilité qui permet d'être réparti sur le leasing de la voiture, le leasing d'un vélo, c'est super intéressant. Le leasing est payé par l'entreprise. Au terme du leasing, on peut racheter le vélo pour 15% de la valeur catalogue. Et l'excédent, si jamais il y en a un, peut soit payer un abonnement de transport en commun, quelque chose comme ça, soit du cash. Et là, on revient sur ce que tu disais, parce que quand on demande le cash, ça fait mal, hein, c'est taxé à un niveau, donc c'est pas du tout intéressant. D'un autre côté, ça pourrait être un incitant à se porter sur le budget mobilité. Mais voilà. Ah ben non, mais c'est super intéressant, surtout qu'on est à la veille de l'ouverture du Salon de l'auto. Oui, absolument. Et je suis épaté, j'ai parlé 2 minutes sans dire une connerie. Mais non, mais... qui dit, je sais pas. On reverra après, t'inquiète. Et donc, à propos de Salon de l'auto, il y a un truc là, c'est donc ça ouvre vendredi. Ils ont ouvert au public aujourd'hui. Ils attendent 500 000 personnes en moyenne. Ils attendent beaucoup trop comme d'habitude. Non, c'est la moitié moins qu'il y a 10 ans. Ouais. Ah ouais, merci de positiver, Francky. Non, mais c'est sérieux les gars, il faut parler sérieusement. Mais il y a 10 ans, il y avait 800 000 visiteurs payants au Salon de l'auto. 10 ans après, la dernière édition, il y avait 400 000. Bon, voilà. Payants. Donc il y en a... il y en a la moitié moins qu'il y a 10 ans. 400 000 qui viennent gratuitement. Donc voilà, la grand-messe du Salon de l'auto est lancée, comme chaque année.
année. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est en septembre dernier, à Francfort, il y a un groupe de militants qui ont décidé d'organiser une immense masse critique pour le salon de l'auto de Francfort, qui est quand même l'Allemagne, un peu la mecque du vélo, j'allais dire. La mecque de la bagnole. La mecque de la bagnole. Et une masse critique, pour ceux qui ne savent pas, juste c'est un rassemblement de plein de cyclistes mais qui, d'ailleurs, Vincent va faire la parenthèse qui tue. C'est quoi une masse critique? Lui qui connaît l'étymologie de la masse critique. Non, ça vient d'Asie en fait, et la masse critique c'est simplement la masse de cyclistes qui se réunissent à un carrefour ou à un feu rouge et qui permet justement à cette masse de franchir le carrefour ou le feu rouge sans encombre face aux voitures. C'est juste ça. Et donc c'est une déclinaison. Et les masses critiques qu'on connaît maintenant viennent de là, et on a tendance à un peu oublier l'origine de la masse critique. Et on revient sur le débat des feux rouges, d'où l'utilité de rester arrêté au feu rouge, quoi. Pour qu'on forme tous une masse en repartant. Voilà. On revient juste à Katia, mais c'était trop nécessaire que de préciser c'est quoi une masse critique pour nous, les Bruxellois qui nous retrouvons. C'est pas juste le dernier vendredi du mois. Voilà, à la porte à Trône maintenant. C'est tous les jours, à tous les carrefours. J'en ai eu une petite masse critique en traversant le carrefour à l'avenue de la Couronne tout à l'heure, effectivement. On sent bien. C'est vachement rassurant. Donc si tous les cyclistes s'arrêtent. Et demain, c'est demain, Et donc voilà, Francfort, septembre dernier, 20 000 cyclistes et piétons, parce qu'il n'y avait pas que des cyclistes, c'est juste des gens en fait qui commencent à se dire, les gars, on est quand même en pleine crise climatique ici, voilà, donc il ne faut pas séparer les problématiques, hein. Il y a un vrai problème, la voiture d'une manière générale fait partie du problème, c'est un outil, un moyen de transport très utile pour plein de choses, mais voilà, il y a un problème avec la conception de la voiture, on n'ose pas remettre en question la place de la voiture dans les villes, etc. Et là, les gens ont commencé à agir à ce niveau-là. Et donc, quand on a vu ça en septembre dernier, on s'est dit, ben voilà, on va faire quelque chose pour le salon de l'auto ici à Bruxelles aussi, qui est quand même un peu le pays de la voiture aussi, la Belgique. Et en fait, les revendications, donc on est plusieurs groupes citoyens, il y a Bruxelles Air, il y a le GRA, qui est Interenvironnement Wallonie, il y a toute une série d'organisations comme ça qui se sont groupées, on a fait une coalition. Extinction Rébellion même, j'ai vu. Oui, Extinction Rébellion, effectivement aussi, c'est allié à la coalition. Et en fait, la revendication principale, il n'est pas question d'aller bloquer les gens, etc., ou emmerder le monde, c'est vraiment pas le but. C'est de rouler en masse critique, hein, donc, jusqu'au salon de l'auto, sans particulièrement perturbé quoi que ce soit, juste pour... on revendique en fait la fin, l'interdiction de la publicité pour la voiture, et en particulier pour les voitures les plus polluantes. La Commission européenne a imposé à partir de 2021 une nouvelle réglementation qui va interdire les véhicules de plus de 95, qui émettent plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre. On voudrait au moins que ces véhicules-là ne puisse plus être... La publicité, ça marche. La publicité, les constructeurs vont nous vendre ce qu'eux ont envie de nous vendre, c'est-à-dire les voitures qui leur apportent les plus grosses marges, en l'occurrence des SUV. En 2019, 40% des ventes des nouvelles immatriculations étaient des SUV en Belgique. On est un record en Europe. Une voiture sur deux, quasiment, c'est un SUV. La plupart de ces SUV transporte une personne. Je veux dire, on le voit tous les jours sur la route. C'est un non-sens. Un SUV, le problème, il y a plein de problèmes avec le SUV, c'est qu'il est forcément plus lourd, donc il va consommer en moyenne 25% de plus, donc il va émettre plus de CO2 aussi, quelle que soit la motorisation, hein. Je veux dire que ce soit sa diesel, essence ou même électrique, il demande plus d'énergie puisqu'il est plus lourd. Voilà, il est plus dangereux aussi parce que s'il percute, vu la hauteur du véhicule, un piéton, voilà, les chances de survie sont bien moindres. Tout ça pour dire que les constructeurs nous vendent ce qu'ils ont envie de nous vendre et que ça crée un véritable problème à l'heure actuelle. Donc nous, on aimerait vraiment que les politiques se penchent sur une réglementation de la publicité automobile. Et donc voilà, donc on donne rendez-vous à tout le monde demain. Les familles sont les bienvenues, vraiment, ça va être chouette. Il y aura de la musique, il y aura à manger, tout ça. À 10h demain matin, donc samedi, à Trône. Et on roulera tous ensemble jusqu'au Ezel, dans la joie et la bonne humeur. Voilà, il y a des bike food qui nous attendent à l'arrivée, etc. Et tout cela en musique. Et c'est pas des food trucks, c'est des bike food. Voilà, des food bikes, pardon, ouais, c'est ça. Des food bikes, exactement, c'est des food trucks, mais à vélo, quoi. Et la bouffe est pas moins bonne, hein, je précise. Voilà, exactement.
Mais merci pour cette invitation à venir quand même témoigner d'un truc qui déconne, quoi, de toutes ces bagnoles qu'on va nous vendre à tort et à travers. Exactement. Moi, j'en peux déjà plus. Hein. Quand j'écoute la radio, là, la première en particulier, j'ai plus de bagnole tous les matins à la douche et tout. En tout cas, méfiez-vous du footbike du pays de Wolvertem. Hein. Il paraît qu'il sert des trucs louches, quoi. La tête pressée de cheval. En tout cas, il paraît que, comme tu dis, l'industrie automobile est le secteur qui dépense le plus en matière de publicité. 360 millions d'euros par an. Proportionnellement au chiffre d'affaires. 360 millions d'euros par an. En Belgique. Juste avant. Juste pour la Belgique. Ouais, bah ouais, c'est normal. Avant, c'était il y a eu une hausse depuis. Donc, il y a eu le Dieselgate en 2015. Le budget de la publicité des constructeurs a augmenté de 28% entre 2015 et 2017. 28% suite au Dieselgate, forcément. Pense bien. Mais non, on n'a pas triché. Mais non, le diesel, maintenant le diesel purifie l'air. On entend vraiment de tout. Et ça continue, la lobotomisation de la sainte bagnole. Mais voilà, mais je me demande si Bernard avait un jour mis une harpe sur une remorque pour l'accrocher derrière son vélo. Moi, ça m'intrigue quand même. Depuis le début, j'ai envie de savoir. Est-ce que tu as fait ça ou pas? Ça, j'ai jamais essayé. J'ai déjà transporté un kayak, des skis, un autre vélo pour enfants, Bruxelles-Namur. Oui, mais ça pas, non. Et tu bricoles un peu, oui? Dis-moi, Vincent. Oui, j'adore bricoler. Pour le moment, un peu moins, mais c'est vrai que parfois, je me dis, j'aime autant j'aime faire du vélo, autant j'aime un peu bidouiller mes vélos, sans aller vers le high-tech. Hein, j'ai pas de vélo carbone et compagnie. Mais c'est vrai que ça, j'aime bien. Je suis assez manuel, bricoleur, et c'est presque autant de plaisir que de rouler à vélo. Single speed, pignon fixe. Hein. Vincent est venu en pignon fixe tantôt. Bon, j'ai un peu lâché faute de temps ces derniers temps, quoi, mais... Et oui, je fais du vélo, évidemment, pour prendre l'air. Donc, quand vous parlez de la ville Bruxelles, moi, je ne suis plus tellement dans le centre. Hein. Je vais plutôt vers la forêt de Soignes, plutôt que vers les particules fines, quoi. Mais c'est vrai que toutes ces pistes cyclables, j'ai fait tantôt le boulevard... pour venir ici, le boulevard Franklin-Roosevelt, j'ai pris la piste cyclable pour la première fois en site propre. Hein. C'est chouette. Il n'y a pas de voiture garée dessus, non? Non. Il y en avait une à moitié garée, mais là... C'est un homme de métier, quoi. Et donc, c'est vrai qu'autant, moi, je veux bien qu'on critique les bagnoles qui garent sur les pistes cyclables, mais pour avoir parlé avec des entrepreneurs qui doivent faire des travaux à Bruxelles, c'est vrai que ça doit être infernal. Donc, j'ai pas choté dedans, quoi. Je suis passé sur le côté et voilà. Première fois que je l'ai pris, j'ai renversé un cycliste, moi. À vélo, hein. À vélo. Ouais. Première fois que quoi, tu vois? Que j'ai pris la piste cyclable. Comment t'as fait pour renverser un cycliste? J'allais vite, j'ai pas regardé. Bim, dedans. T'avais ta musique à fond dans les oreilles, voilà, de nouveau. Et sans lumière. Non, je sais plus. Voilà. Bravo. Mais c'est vrai que ça se développe bien, une piste cyclable. Hein. Ouais, ça a l'air, ouais. Par rapport à il y a 20 ans, moi, je sais pas. Oui, tout à fait. C'est un peu pour ça que je suis toujours dans l'image d'il y a 20 ans. Donc, parfois, je n'ose pas aller en ville et puis... Bon, j'ai des problèmes de vue, d'équilibre, et ça joue. Hein. On n'est plus couillon qu'avant. Si, Franck, tu verras. Tu as 10 ans moins que moi. Franck, il n'est pas couillon. Non, mais je me dote. Il les prend tout droit. On a retenu le sujet pour un débat ultérieur. Le vieillissement chez les cyclistes. Oui. Les affres de la vieillesse. Cyclisme et Et sénilité. sinon, si je peux me permettre un vibrant hommage à Bernard. Encore. Oui. Oui, parce que c'est quand même le cycliste qui a... Tu as tout fait avant tout le monde à Bruxelles Non, j'ai pas fondé le GRAC. Le GRAC existait bien avant moi. Rando Vélo existait avant moi. Là, je m'adresse aux jeunes, donc oui. des étudiants du LB ou plus largement ceux qui commencent, qui découvrent le vélo. Tu as quand même tout fait. Tu as roulé en single speed, en pignon fixe, en tracklocross. Oui, j'ai pas fait d'ultra. J'ai pas fait le tour du monde, j'ai pas fait d'ultra distance, donc toujours à ma. Jamais fait de course? À ma mesure, jamais fait de course. Non, moi, ça, c'est pas du tout mon truc, ça. Moi, non, c'est vrai. T'as trimballé le Sheldon Brown de Bruxelles, quoi. Enfin, je veux dire, ton blog, c'était un peu la mine d'informations dans les années. Oui, c'est vrai, autant bricolage. C'est quoi ton blog? C'est pas un vrai blog. C'était sur Pébas, je mettais toutes mes... Il n'existe plus, les blogs? Il existe encore, mais je ne l'alimente plus, quoi. C'est quoi le nom? Pébas, c'est mon nom, Bernard Fripia. En fait, c'est pas un vrai blog, c'est une base de données photographique. C'est un blog plutôt photographique. Aussi. Il n'y a pas que du vélo, là. Il y a plein d'informations, quoi. Ouais.
Par contre, à vélo, moi je découvre, comme tu disais, on découvre la Belgique. À vélo, on n'a pas assez d'une vie pour découvrir la petite Belgique. Hein. Ah, c'est vrai. Alors, Moi, je suis fascinée. Pourquoi partir si loin quoi. Mais Ça, tout à fait. Parfois, on peut se le demander. Complètement. Par contre, j'aime bien la montagne. Bon, il n'y a pas de vraie montagne en Belgique. Donc, on est toujours balancé entre les deux, malgré tout. Hein. Partir ou rester en Belgique une fois. Tu as même trimballé un kayak avec Un kayak, sur une oui. remorque. On fait du kayak sur le lac de Genneval, sur le canal, Sur le canal, ouais. canal de Charleroi, des petites balades comme ça. Balade d'un jour qui Le coûte pack de rien. rafting. Quoi Maintenant, ça porte un nom, c'est le pack de rafting. Ça. Ah, Tu sais, c'est ça. possible. Ouais. Oui, ils ont mis des noms sur tout ce que tu as inventé. Maintenant, c'est à la mode et c'est très Ah, c'est ça. catégorisé. C'est comme dans l'informatique. Hein. L'informatique, on renomme tout, on fait la même chose. Ouais, c'est vrai, c'est pareil. C'était On des slogans. réinvente rien, on renomme. C'est saoulant. En tout cas, merci Bernard d'être venu Mais de à rien, avec l'antenne de plaisir. Radio Campus. Merci aussi. Merci Bernard, c'était pas une émission ça dans le temps. Ah, il y avait pas un truc, merci Bernard. C'était un peu Ah, c'est ça. Ok, la Et boucle est bouclée. Et c'est le troisième âge ici. Hein. Oui, c'est ça, désolé. Hein. J'ai pas connu ça. Comment? J'ai pas bien entendu. En fait, on va se faire virer de Radio Campus, on va traîner sur une radio pirate d'une seigneurie. On terminera là, Francky, je pense. Ouais. Il y a moyen. D'ailleurs, il est 19h, si vous pouvez me servir mon plateau, parce que je voudrais bientôt aller dormir. Les sockets en titane en direct de la résidence Le Reposoir. Hein? Bon, on va renommer l'émission les bas de contention en titane. Tu veux. La tribune en titane. Oh, merci. Ça y est, les trois étudiants qui restaient encore, ils sont partis. On les a perdus. En tout cas, merci, vous êtes les bienvenus dans l'émission dédiée au vélo de Radio Campus. Les sockets en titane, on s'écoute un petit morceau de musique, hein, je pense que ça va nous détendre encore un peu plus que nous l'est déjà. Excellent. God.
Et donc on s'écoutait Antonio Sanchez, Pinta Manta, c'est une super compile Space Echo du Cap-Vert, donc musique capverdienne. Et on a écouté aussi avant ça le morceau, il faut quand même le préciser, hein, on parle de la musique, il faut dire qui passe, Zenzile remixé par Moko. Voilà, alors on n'a pas tout à fait fini l'émission, mais presque, malheureusement on doit se quitter à 19h30. On était en train de faire tous connaissance là hors antenne, c'était hyper intéressant. Il y en a un qui vient plus de la course cycliste, l'autre qui vient plus du VTT. Vincent, toi c'est VTT encore maintenant à fond, hein, Oui, beaucoup. Beaucoup, hein. D'ailleurs, il se lance dans l'ultra-cycling. Ah bon? Quoi, c'est un scoop là que tu c'est lances? un scoop. Ouais. Il va nous présenter sa nouvelle machine dans quelques instants. Il ne savait pas, mais Non, voilà. non, mais ça, il faut pas le dire. Ça. Comment ça? Bah c'est trop tard là, vas-y, maintenant tu dois nous dire qu'est-ce que tu... Quoi, tu vas faire la pas du tout, TCR? pas du tout. Non, c'est des blagues à 2 balles de francs. c'est rien. Le vélo en titane, c'est pas le blague à 2 balles. Hein. Ah non, mais si, c'est une blague, mais tu dis pas ça. Bon, ben, je pense qu'on a... il va y avoir un problème hors antenne, mais on a 10 minutes de... Donc, la TCR, c'est pas pour toi Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Par contre, moi, je serais plutôt la French Divide. La French Divide. Oui, c'est plus VTT, quoi. Donc, c'est traverser la France de Dunkerque ou de Brédune jusque Mendion, c'est les Pyrénées, quoi, les Pyrénées-Atlantiques, quoi. Donc, avec en VTT. Ouais. C'est combien de kilomètres? C'est 2700, 2000... Sans assistance. 500. Sans assistance, et puis c'est du VTT, quoi, donc c'est beaucoup de chemins un peu... Oui, j'ai vu la conférence que l'organisateur avait fait chez Hors Catégorie, Voilà, et qui expliquait, qui fait exprès de faire passer les coureurs par des chemins qui sont perdus, dingue, ouais. oubliés. Donc ils veulent refaire, qu'on se souvienne de certains chemins qu'on a tendance à oublier. Voilà, ouais. Et tout simplement, des fois, c'est même plus des chemins. C'est un mur de ronces, quoi. Ouais, exactement. Moi, je dirais que c'est plutôt pour que s'il y en a qui calangent sur le chemin, on ne retrouve plus le cadavre, tu vois. C'est un peu... J'ai une adresse. Hein. Ouais, voilà. Non, mais c'est un projet, c'est pas... c'est pas encore certain. Non, bien sûr. En attendant, tu fais comme nous tous, tu vas au boulot à vélo. Exactement, ouais. Tous les jours, par tous les temps. En VTT? Non, j'ai beaucoup de vélos. Donc, Ah, ça c'est un sujet d'émission. Combien de vélos avez-vous? Il a la réponse, Vincent. Vas-y, combien t'en as? C'est toujours le nombre n plus 1. Donc en fait, on ne parle jamais du nombre de vélos qu'on possède, on parle toujours du suivant. Ouais. Donc, moi, le suivant, c'est vrai que c'est un vélo en titane, mais je ne l'ai pas encore. J'entends bien, oui. Non, mais allez, t'en as combien? Sans dire le chiffre exact, si c'est vraiment pas possible. Non, je peux pas. Ah, c'est un sujet... Je peux pas. C'est un sujet tabou. Non, c'est un sujet hyper tabou. Ouais, Moi, non, mais t'as raison. Moi, quand on me demande... C'est comme si je montrais mon slip maintenant. Ça va... La comparaison est... Non, moi aussi... Tout le monde est aussi pudique, là? Il y a combien de voitures, J'ai alors? pas de problème avec. Je n'ai plus de voiture. J'en ai pas de vision non plus, mais il en a tant que ça. Et Francky, T'as combien peur de t'en as? passer pour un psychopathe, c'est ça? Francky, combien t'en as? Moi, je suis dans la démarche inverse. Moi, j'ai eu plein de vélos. Je pense que j'en aurai encore plein parce que je cherche le bon vélo. Et donc, j'arrête pas d'acheter, de revendre. Je me prends la tête. Et il faudra lui expliquer quand même qu'il arrête d'aller dans une grande marque de vélos françaises avant de trouver le bon vélo. Non, moi je suis content de Decathlon, sauf depuis qu'ils vendent des vélos cow-boys. Moi j'en ai rien à foutre. Ah oui, c'est vrai, ils ont commencé. Ça c'est tout bidon quoi. Bon, Katia, combien de vélos tu as? Moi je suis raisonnable, j'en avais 3, j'en ai vendu un cette année, j'en ai plus que 2, mais je compte cette année en racheter un 3e. Sympa. Ça va, je suis raisonnable. Ça va, oui. À partir de 5, on pourra parler. Ouais. Ensemble. La place aussi, hein, déjà ils sont dans mon salon. D'ailleurs, mon 2e vélo que j'ai prêté à Dimitri, si tu voulais bien me le ramener à l'occasion, s'il te plaît. L'appel est lancé, Dimitri. Pascal. J'en ai, je sais pas, 7-8 à la maison. Qui roulent, hein. On parle que des vélos qui roulent. Les vélos qui roulent, pas des projets de restauration. À la maison, répartis sur la cuisine et la salle à manger. Comme tout le monde, ouais. Et puis j'ai les vélos secrets, ceux que, tu vois, je préfère même pas qu'on... Ouais, non, voilà, je peux pas avouer le reste. Ils sont cachés quelque part. Nathalie, j'ai pas plus de vélos, il y a que ceux de la maison, je te promets. Voilà, comme ça, je suis couvert. Mais bon...
Bernard, combien de vélos? Oui, donc moi, je ne parle pas des vélos de la famille, des autres membres de la famille. Moi, j'en ai peut-être 8, mais dont 3 principaux. Un vélo pliant, un vélo type VTT, un vélo... Et puis les autres vélos, ce n'est pas des vélos de haut de gamme, c'est une randonnée que j'ai acheté 7 € sur le marché aux puces. Peu importe. En single speed. Donc, On a plein de vélos. Il y a 8 vélos, dont 5 qu'on lui a vendus. Ouais. Ah oui, ça, vous êtes... je ne suis pas à votre niveau. Franck et moi, moi, j'ai on a un arrêté. peu inondé le marché de C'est vrai, Bruxelles. c'est intéressant, c'est comme ça qu'on apprend. Mais la mode du Sun et la mode du Kona, on peut un peu la revendiquer. quoi. J'ai appris beaucoup avec toi, Vincent, aussi. Moi, j'ai fait ma première saison de compète VTT sur un Vertic Sun. Et maintenant, ils reviennent à mort. Oui, mais c'est bien ça. Trop long en vélo. Enfin, bref. Non, mais c'est super intéressant cette question qui en fait est vraiment tabou. Combien de vélos avez-vous? Moi, quand on me la pose, je ne peux pas dire le nombre exact. Et c'est la même chose, donc je comprends super bien. Moi, je dis 8, mais dedans il y a ceux de mes enfants et je dis pas combien ils en ont. Du coup, ça me le trouble. On saura jamais combien j'en ai. Ou alors on pourrait répondre pas plus que le nombre de paires de chaussures, quoi. Parce que, moi, j'ai des vélos qui valent moins qu'une paire de chaussures. Non, mais pas en valeur, c'est en nombre de vélos que tu as. Ouais. Ouais, bah bon, ça dépend. Moi, j'ai des vélos qui valent le coût de l'usine à chaussures. non, moi tu pas. vois. Donc, C'est sûr que... il y a ça aussi, je veux dire, tu peux avoir, Ouais. mais c'est coûteux, quoi, quand même. Pour moi, en tout cas, je veux dire, je dépense un argent fou en vélo, quoi. Je le reconnais. Mais j'entends bien ce que tu dis, et parfois je culpabilise, je me dis, ah putain, merde, nouveau, un vélo, 1000 balles et tout, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Mais quand je vois tous les idiots qui roulent... Non, euro, t'es fou. Mais quand tu vois tous les idiots qui roulent en scooter, qui roulent en moto, qui se disent passionnés, tu vois, qui mettent des gilets en cuir et des phares à LED sur des motos américaines, le budget de leur passion annuelle, par rapport à moi, c'est 10 fois plus. Donc j'ai vite fait de déculpabiliser, quoi. Et puis c'est la santé, hein. Ouais, qui dit. Et le carburant est peu cher quand même. Ouais. À l'usage, c'est quand même... Mais c'est vrai que c'est bon pour la santé, Pour la c'est santé, évident. pour la santé. Et pour le mental. Et pour le mental. Ouais, c'est marrant parce que tous les gens qui commencent à pratiquer un peu sérieusement, etc., il y a ce côté... je veux dire, on craque pour beaucoup de vélos, quoi. Si tu prends enfin, je connais pas les mecs qui ont une passion sur la moto, c'est vrai qu'il y a une question de coût, mais tu vois pas il n'y a pas ce côté collection. Le vélo, ça reste abordable. La moto aussi. Hein. Ouais, mais bon, il faut être riche. Tu peux avoir 20 vélos. Ouais. Mais donc, tu peux retaper des motos aussi. Ouais, C'est un atelier. J'ai des collègues qui font ça. Il faut de la place aussi pour la moto. Il faut plus de place. Tu ne mets pas ta moto dans le salon. Mais il habite à Boisfort. Je connais pas vraiment de vrais cyclistes avec un seul vélo. Si j'avais pas de grande maison, je n'aurais pas 8 vélos. Ça, c'est clair. Ouais. Et si tu n'avais pas un grand jardin, tu ne jouerais pas au football. C'est à peu près ça aussi. Je joue pas au football. Et pourtant, dans ton jardin, il y aurait moyen de faire Mes un fils terrain. le savent, je ne joue pas au football. Salut Mickaël, salut Yannick. Ouais, il vaut mieux collectionner les vélos que les tracteurs ou les chars d'assaut, moi je crois. Enfin, parce que il y a des collectionneurs de chars d'assaut, faut le savoir. Et puis, les vélos sont nécessaires parce que tu as besoin. Moi, j'ai pas encore toute la panoplie, mais tu as besoin sérieux. Il faut des cases, il faut remplir des cases. Il faut un pliable, parce que quand tu prends le train, il faut le train en France, tu vois, il y a plein de trains, tu veux le TGV. Voilà. Tu mets pas ton vélo. Ouais. Donc tu as besoin d'un pliable, Ouais. tu as besoin au moins d'un gravel, même si voilà. Tu as besoin d'un vélo de ville avec garde-boue, porte-bagages. Voilà, un vélo taf, on va dire. Ouais. Tu as besoin d'un vélo d'apéro. Que si on te le vole ou si tu le perds. Exactement, un vélo d'apéro, tout à fait. Stable de préférence. Un vélo de voyage. Si tu aimes faire du voyage à J'envisage le vélo. tricycle. Donc en fait, tu as besoin de plein de vélos différents. Si tu veux déjà juste la base, c'est déjà 4 vélos, quoi. Ouais, mais de toute façon, c'est jamais que le budget d'une deuxième voiture. C'est même pas. Même pas. Tu rigoles. On parle même pas des assurances. C'est vrai, mais il y a un côté... ok, c'est vrai. C'est moins cher, etc. Mais il y a aussi un côté, il faut reconnaître, moi je craque sur des trucs. Moi, tu dis il faut un pliable, moi j'ai pas de pliable. Moi non plus, il faut un gravel, j'ai pas de gravel. Moi j'ai quasiment que des vélos de course, mais il me faut un vélo pour la montagne, il me faut un vélo pour le plat, il faut un vélo pour la distance, il faut un vélo quand il y a du sprint. Donc c'est un autre truc et on cherche tous un peu une excuse, mais finalement c'est beaucoup de plaisir et c'est ça qu'on cherche un peu aussi. Hein. C'est avant l'utilitaire. Je trouve que c'est un peu, pour moi, c'est complètement des prétextes. Quand j'explique, ouais, non, il me faut vraiment, etc. Il me faut un vélo d'hiver, un vélo d'été. En fait, demain, s'il y a un truc qui me fait craquer, il y aura un 9e vélo à la maison. Et ça sera plus de l'émotion, mais ça sera pas de. C'est l'utilité. C'est vrai. Ouais. Moi, je suis assez pragmatique. Je suis complètement dans l'émotion, moi. Ouais, c'est bien. Oh, tu l'es devenu, Bernard. Avant, tu étais aussi. J'ai toujours été utilitaire, donc quand même. J'ai toujours eu des garde-boue, quand même.
On t'a été utile. Moi, j'ai enlevé les miens. J'ai les fesses toutes mouillées. C'est pas la saison. Oh, t'as les fesses toutes mouillées, Katia. Bon, non, mais rien, quand on parle de fesses mouillées, excusez-moi. Balance ton bidon, ça, tu vois. Regarde, je parle hashtag. Balance ton bidon. Balance ton bidon. J'adore le hashtag. Ça pollue les bidons balancés. Ouais. Mais il y a des zones de ramassage. Hein, Plus maintenant. Maintenant, ils sont biodégradables. Il paraît qu'après 200-300 ans, disparu le bidon. Quoi. Comme les cyclistes de Wolverhampton. Il nous reste 10 secondes pour dire au revoir à nos chères auditrices et auditeurs de Radio Campus, à tous ces cyclistes d'aujourd'hui et de demain. Merci. Et d'hier aussi. Aujourd'hui, c'était vachement d'hier d'ailleurs. On regardera l'audimat. Merci d'avoir été à l'écoute. Donc au mois prochain, à la Saint-Vélotin. À la Saint-Vélotin, le 14 février, 18h. Le rendez-vous est pris. Merci encore. À bientôt. On laisse l'antenne au WhatsApp qui va mettre le feu comme d'hab, évidemment. Allez, Bye. Ciao. Ouais.